Se pourrait-il qu'une figure fugitive, un mystérieux assaillant ou encore un voyageur spatio-temporel comme on a pu le décrire ait pu semer la terreur aux États-Unis il y a de cela quelques décennies? Tout commence en Virginie, dans le comté de Bottort, entre 1933 et 1934. La nuit du 22 décembre 1933 à 22h à Emakertown, dans la maison dans laquelle vit la famille Hoffman, Madame Hoffman sent une odeur étrange et elle commence à avoir la nausée. Mais heureusement, son mal se dissipe rapidement. Sauf que 30 minutes plus tard, rebelote, l'odeur revient. Cal, qui est le père de famille, prévient la police. Il prévient la police parce qu'il pense que quelqu'un de mal intentionné est en train de diffuser un gaz qui rend malade sa famille. Une patrouille de police est dépêchée aux environs de la maison, et peu après la fin de ronde de la patrouille, vers 1h du matin, le gaz revient de nouveau. Cette fois dans toute la maison. 9 personnes sont touchées. Parmi les victimes, les 8 membres de la famille Hoffman, ainsi qu'un ami qui était resté là pour la nuit, H.B. Anderson. Et cette fois, les symptômes s'intensifient. Maux de tête, nausées, gonflement du visage, constriction de la gorge et de la bouche. Toute la famille est prise d'un mal, et Cal et son ami sortent car ils affirment avoir vu un homme s'enfuir au loin. Et si les symptômes se dissipent très rapidement pour tous les membres de la famille, ce n'est pas le cas pour Alice Hoffman, la fille qui est âgée de 19 ans, parce qu'elle a la gorge tellement nouée qu'elle ne peut plus respirer et qu'elle doit être réanimée. Et plusieurs semaines après, Alice souffre de crises convulsives. Cela dit, ces crises seraient apparemment liées au traumatisme de l'événement, plus qu'à l'effet du gaz en lui-même. En gros, le mal serait non pas physique, mais plutôt psychologique, et on en parlera plus tard. D'abord, revenons un petit peu en arrière. 2 jours après l'attaque, le 24 décembre, la famille Hall revient de l'église juste après avoir célébré le réveillon. Chez eux, ils sont pris de nausées et leur gorge se noue. Ils préviennent immédiatement la police, qui examine les lieux et remarque un clou coincé qui empêche la fermeture d'une fenêtre. Et à cet endroit précis, le gaz semble un peu plus concentré. Après cet incident, il n'y aura pas de séquelles, sauf une légère irritation des yeux pour l'un des membres de la famille. C'est alors que le Roanoke Times, un journal local, décide de porter les événements à l'attention du public. Et il signe un article un petit peu sensationnaliste qui s'appelle « Les attaques au gaz dans les maisons continuent ». Le 27 décembre à Troutville, la famille Kenny rapporte des événements similaires. Puis le 10 janvier, de nouveau à Emakertown, Madame Moore, invitée par la famille Hilton, entend des voix provenant de l'extérieur. Elle jette un œil et remarque une fenêtre brisée ainsi que du gaz en train d'être répandu dans la maison. Elle donne l'alerte et le même jour, non loin de la famille Hilton, Monsieur Kinsey est à son tour agressé au gaz. Tout au long de l'année, des dizaines d'attaques sont rapportées et la région est en alerte. Le 22 janvier à Carvin's Cove, 3 maisons différentes furent attaquées, séparées de 3 km et à moins d'1 heure d'intervalle. Le 9 février à Lithia, Monsieur Schaffer parvient à analyser la neige qui est souillée par l'étrange produit. Il remarque que la neige contient du soufre, de l'arsenic ainsi que de l'huile minérale qui sont généralement des composants de certains insecticides. On décrit parfois l'assaillant comme seul, parfois en groupe, et à chaque fois, il n'est pas clairement identifié. Une chose est sûre, une ou bien des personnes s'amusent à semer la terreur et bientôt la mort si rien n'est fait. Alors la population locale décide de s'armer en milice pour veiller à la sécurité des habitants. Même si la police appelle au maintien de l'ordre, les citoyens continuent leur surveillance et le calme revient petit à petit dans le comté de Bottentourt. Même si des incidents continuent d'être rapportés, mais ils sont mis sur le compte de certains plaisantins qui imiteraient le mode opératoire de l'anesthésiste fou. On dit aussi que ce seraient des familles un petit peu trop parano qui confondraient des odeurs domestiques avec celles du gaz. Et voilà, on n'entend plus parler de l'anesthésiste fou pendant 10 ans. Il revient en 1944 à Mattoon, dans l'Illinois. Le 31 août, Urban Reef est réveillée dans la matinée par une très forte odeur. Alors qu'elle souhaite se lever pour essayer d'en inspecter l'origine, elle remarque avec horreur qu'elle est paralysée, incapable de bouger. Une mère de famille subit exactement la même chose dans une maison voisine. À son tour, elle ne peut pas bouger et elle est paralysée. Et le 1er septembre, un 3e incident, cette fois-ci très médiatisé, est rapporté. Vers 11h, Madame Kimmy sent une très forte odeur qui lui fait rapidement perdre le contrôle de ses jambes. Sa sœur lui vient en aide et elle prévient la police inspecte absolument tout, mais ne trouve rien. Et à minuit 30, alors que tout le monde est endormi, Burt Kinney, qui est l'époux de la famille, rentre du travail. Il surprend alors un homme qui est aux fenêtres de sa maison et qui s'enfuit à sa vue. Burt le poursuit, mais il n'arrive pas à le rattraper. Il prévient la police, la presse est mise au courant et l'affaire est extrêmement médiatisée. La description du rôdeur par Burt est publiée dans plusieurs journaux, la population panique et au bout de quelques jours, une vingtaine d'agressions sont rapportées. Avec toujours pour description cette silhouette vêtue de noir et ce gaz qui paralyse les jambes. Il est décrit
décrit comme un homme de grande taille, vêtu de vêtements sombres et portant un chapeau noir. D'autres représentations non officielles apparaissent. On le voit par exemple parfois muni d'une pompe insecticide, et il est parfois dessiné en femme. Et à nouveau, comme dans le comté de Bottentourt, les citoyens s'organisent en milices. Bon, et dans ce climat de paranoïa, y a beaucoup de fausses alertes qui éclatent. En plus, on a les citoyens qui veulent un peu se faire justice eux-mêmes, ce qui fait que le 12 septembre, Thomas Wright, qui est le commissaire de santé publique de la ville, lance un appel au calme. Parce que selon lui, la peur qu'il y a à l'encontre de l'anesthésiste fou est complètement disproportionnée par rapport à la menace qu'il représente vraiment. Et finalement, le lendemain de sa déclaration publique, le 13 septembre, une dernière attaque au gaz est rapportée, et puis plus rien. Aucun autre incident ne sera signalé. Et aucun suspect ne fut appréhendé dans cette affaire qui s'explique par deux grandes théories. La première, c'est celle de l'agresseur. L'anesthésiste fou a bel et bien existé, et soit il était seul, soit il agissait parfois en groupe. Et ce pouvait aussi bien être un homme qu'une femme. Bon alors les discussions ont jasé, il y a évidemment plein de rumeurs infondées et pas crédibles pour un sou qui parlent d'agents du gouvernement, d'un maniaque qui essaierait de tester une invention, ou encore des choses complètement farfelues qui parlent d'extraterrestres ou de voyageurs spatio-temporels. Évidemment, il y a absolument zéro preuve qui ne serait-ce que pointerait vite fait dans l'une ou l'autre de ces directions. Et même si les attaques de Bottentourt dans les années 30 resteront a priori un mystère, il y a eu en tout cas un suspect qui a été envisagé dans le cas des attaques de Mattoon. Scott Marena, qui est un enquêteur, a consacré un livre à l'affaire Mattoon. Il avance l'hypothèse que ce pourrait être un dénommé Farley Llewellyn. C'était un étudiant en chimie de l'université de l'Illinois qu'on disait très brillant, mais qui aurait été mis à l'écart car on le soupçonnait d'être homosexuel. Il aurait eu ainsi un mobile de vengeance, en plus des connaissances et des compétences nécessaires pour passer à l'action. De plus, Maruna avance que les deux sœurs de Farley, Catherine et Florence, l'ont parfois aidé dans ses attaques, en y allant à sa place pour justement éviter qu'il soit suspecté. Cette version est aujourd'hui partagée par une partie des habitants de Mattoon, et c'est sans doute en fait parce que c'est la seule qui avance un semblant d'explication. Mais là encore, il n'y a absolument aucune preuve qui vienne étayer cette théorie. L'identité de l'anesthésiste reste donc encore complètement mystérieuse. Et la deuxième théorie avance que l'anesthésiste fou n'a jamais existé, ou plutôt qu'il y a eu quelques attaques, mais que la grande majorité rapportée tient d'un cas d'hystérie ou plutôt de délire collectif. Un monsieur dénommé Donald Johnson va consacrer justement une publication scientifique dédiée à cette théorie, et il la publie dans la revue Journal of Abnormal Psychology. Et sa publication va d'ailleurs poser les bases sur l'étude du phénomène de l'hystérie collective. Et de son étude, j'en ai relevé quelques informations intéressantes, d'ailleurs si ça vous intéresse, le lien est en description. Donald précise par exemple que la police prenait toutes les alertes en compte, que dès qu'il y avait un appel, elle allait sur les lieux, et elle utilisait en plus du matériel radio très sophistiqué afin de pouvoir justement couvrir une très large zone. Et leur but était tout simplement d'attraper l'anesthésiste fou en flagrant délit. Malheureusement, ça n'aura jamais été le cas. Ils n'ont jamais attrapé, ni même vu le moindre suspect. De même pour les milices citoyennes qui n'ont jamais pu appréhender le suspect. À propos du gaz en lui-même, Donald précise que pour qu'il ait les effets qu'on lui prête en le diffusant à travers une fenêtre, il devait être très stable avec un effet d'action extrêmement rapide. Mais il devait être en même temps paradoxalement si instable qu'il n'allait pas soit affecter le diffuseur, soit les autres personnes dans la pièce. Et il devait être suffisamment puissant pour causer des nausées et des vomissements, mais en même temps pas assez puissant pour ne pas déclencher de séquelles ou bien d'effets secondaires. Et des chimistes se sont penchés sur le cas à l'époque et doutent très fortement de l'existence d'un tel gaz. Enfin, Donald questionne le motif de l'anesthésiste fou. Apparemment, il n'aurait eu aucun intérêt à faire tout ça. Il soutient donc sa théorie du délire collectif qui aurait été principalement induite par un phénomène de suggestion. Suggestion influencée par la suspicion générale qui avait lieu à Mattoon. Se pourrait-il donc que les symptômes ressentis par les victimes avaient été causés par un phénomène de délire? Et qu'avec l'amplification des événements, cet anesthésiste fou a été partiellement ou bien totalement créé? Rien n'est moins sûr. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, l'anesthésiste fou reste un fantôme, disparu aussi rapidement qu'il est apparu, et cette affaire est encore aujourd'hui considérée comme un cas extraordinaire. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci aux tipeurs, youtubeurs, merci à vous d'avoir regardé en entier. N'oubliez pas, liker, abonner, partager, follower, tout ça, vous connaissez le discours. Moi je vous dis à la prochaine, et à très bientôt, salut!